Alors on est parti. Esther, bienvenue sur Dual pour ce premier épisode hors série qui invite les partenaires du projet, les cofinanceurs, ceux qui soutiennent l'initiative Dual. Tu es aujourd'hui là pour représenter Économie Région Lausanne, ERL. Pour commencer, je te propose de présenter Économie Région Lausanne, dire ce que vous faites, et puis aussi peut-être après pourquoi vous soutenez la formation professionnelle dans le canton de Vaud. Salut Lucien, merci pour l'invitation. Donc Économie Région Lausanne est une association qui a pour but de développer, de maintenir l'activité économique dans la région lausannoise. Et dans ce but-là, il y a une commission de la formation professionnelle qui est créée déjà depuis quelques années, mais là l'association a voulu la renforcer depuis une année ou deux. Et j'ai la chance d'être la responsable de cette commission. Et le but, en tout cas pour nous, c'est de vraiment promouvoir la formation professionnelle, essayer de favoriser des places d'apprentissage auprès des entreprises et de maintenir les places d'apprentissage, d'amener la réussite des apprentis aux examens finaux, parce qu'on sait aussi qu'il y a un certain nombre d'échecs ou de ruptures de contrat. Donc voilà, c'est vraiment d'essayer d'améliorer en fait tout le processus de la formation professionnelle. Justement, tu disais que vous favorisiez l'économie sur la place lausannoise. Il y a certainement des gens qui nous écoutent qui connaissent pas du tout l'ERL. Qu'est-ce que vous faites d'autre comme activité, ou justement comment sont segmentées peut-être vos actions sur l'ensemble des choses que vous faites. Vous faites notamment des rencontres. Je sais qu'il y a des cafés. Oui, il y a les cafés ERL. Il y a des cafés ERL qu'on organise en fait chaque mercredi début du mois au stade de la Tuyère, où tout le monde est invité, même les non-membres pour venir. Et puis, il y a à chaque fois un thème, une conférence, quelqu'un qui est invité et qui présente. Ça peut être il y a un politicien qui peut venir, comme il y a eu pour Beau Noël qui a été présenté. Il y a différents projets qui concernent Lausanne et région et puis après c'est aussi une sorte de pour pouvoir réseauter, de faire des échanges. Ouais, donc ça c'est un format qui est plutôt le matin entre 7h30 et 9h, et puis il y a aussi d'autres événements le soir qui sont un peu plus conséquents sous forme de cocktails dînatoires, d'apéros. Oui, exactement. C'est plus par rapport aux membres, mais il y a une invitation, c'est annuel. Il y a des actions assez très concrètes. Disons que sur le site internet, c'est très bien décrit sur les actions concrètes qui sont vraiment. Ça aussi, par exemple, pour les commerces, parce qu'il y a des difficultés dans la ville de Lausanne par rapport à la restauration ou les commerces. Et puis il y a des groupes qui se font ou des associations, des partenariats pour aider face à des différentes problématiques. Ouais. Donc les membres payent une cotisation annuelle. Oui. Et puis je sais aussi que vous avez un magazine, le magazine de l'ERL, qui est très très bien fait, qui a une parution, je crois, c'est tous les 2 mois ou c'est 5 fois par année, je me souviens plus exactement, je sais pas si tu te souviens. Non, c'est plusieurs fois par année, et ça touche quand même, c'est distribué un certain grand nombre déjà chez tous les membres, mais aussi en dehors, donc il y a quand même une assez grande visibilité. Et puis de nouveau, vraiment tout c'est tout par rapport à Lausanne et région, les différentes actualités qui sont montrées. Et puis justement, si on revient sur la formation professionnelle et puis la commission que tu chapeautes, là vous avez soutenu l'initiative Dual. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'initiative, et puis qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu rejoindre le train? Alors moi j'avais dans l'idée dont le but c'était donc de promouvoir la formation professionnelle. Il y avait déjà de rendre
d'améliorer l'image que l'on a de la formation professionnelle. Actuellement, même s'il y a peut-être une tendance, enfin en tout cas dans le canton de Vaud, on en parle un peu plus, de vraiment essayer de rendre à égalité avec la formation académique, mais il y a encore, elle subit malheureusement encore une image assez négative par différents membres de la société. Et le but, c'était déjà d'essayer un peu d'améliorer cette image, vraiment de la rendre, comme je crois sincèrement, à un choix par rapport à la formation académique. Ce sont vraiment deux options à égalité, et puis qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, ou une qui est plus élitiste que l'autre. Donc il y avait déjà, moi je cherchais à promouvoir en fait, donc améliorer cette image. Et je sais qu'il y avait même aussi dans le canton qu'ils essayent, ils font aussi une campagne par rapport à cette promotion-là. On n'allait pas faire, nous, ERL, une promotion à notre échelle. Donc c'était de chercher en partenariat à regarder qu'est-ce qui pouvait être fait pour pas non plus réinventer la roue, et on n'avait pas non plus des ressources illimitées. Donc c'était de chercher un partenariat où est-ce qu'on pouvait, nous, investir par rapport à cette image. Donc c'est pour ça que on a trouvé le projet Dual ultra intéressant, parce que ça correspondait exactement à ce qu'on recherchait. Et après, il y avait aussi dans nos projets avec ERL, dans la formation professionnelle, c'était de favoriser aussi des échanges avec les formateurs, de pouvoir autant des fois les entrepreneurs peuvent se rencontrer entre eux, c'était aussi le but de pouvoir échanger entre formateurs. Des fois on peut se sentir un peu seul dans la formation, de pas trop savoir, puis que c'est difficile, les formateurs peuvent se retrouver un peu tout seuls dans l'entreprise, et c'était d'avoir des ateliers qui peuvent bien sûr être formés sur un thème, mais aussi de pouvoir se retrouver entre eux et de pouvoir échanger des pratiques, se questionner, et puis créer un réseau entre eux. Après, il y a aussi des autres projets qui sont en cours de route, comme un peu le café RL, pourquoi pas de faire aussi apéro formateur, ou je sais pas encore comment on va le nommer, mais disons qu'il y a encore d'autres marges de manœuvre qu'on essaye de mettre en place. Oui, ce que je trouve intéressant avec le RL, c'est que vous avez un large panel d'entreprises, d'entrepreneurs qui peuvent répondre à vos questions, sondages, etc. Vous en avez fait un l'année passée, justement, de sondage par rapport à la formation professionnelle. Tu parlais avant des formateurs qui, des fois, se sentent seuls, ou des entreprises qui n'engagent pas forcément d'apprentis, et pourquoi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments clés qui t'ont marqué du résultat de ce petit sondage que vous avez fait par rapport à vos membres, et puis qui sont directement liés, justement, à la formation d'apprentis? Alors, j'ai fait 2 sondages. Dans un premier temps, c'est en fait juste de sentir un peu, parce qu'on entend beaucoup de choses, mais je savais pas, j'avais besoin de données quand même concrètes, en disant, mais finalement, alors là, c'était vraiment envers nos membres, donc les statistiques que l'on a, c'est uniquement les membres et les membres qui ont répondu, de savoir en fait est-ce qu'il y avait un problème ou pas, est-ce qu'ils avaient ils avaient des places d'apprentissage, ou ils n'engageaient pas, pourquoi, est-ce qu'il y a un problème dans la formation, ou est-ce qu'ils avaient de la peine à recruter, donc voilà, c'était un peu ce genre de sentir un petit peu quelle était s'il y avait un problème ou pas. Et les résultats qui ont donné, grosso modo, c'est que il y a eu un peu cette histoire de motivation de l'apprenti, que beaucoup des formateurs ou entreprises avaient des difficultés à motiver, à mener en fait à bien, et à motiver aussi l'apprenti à la fin, de ces 3 ou 4 ans. Il y avait aussi des problèmes de recrutement, que certains, après ça dépend aussi le domaine, mais dans certains domaines, c'était compliqué de recruter des apprentis. Voilà, maintenant, de ce que j'ai en tête, c'était un peu les deux grandes problématiques. Et puis, on a fait déjà une année de mettre en place ces ateliers. Alors, c'était de savoir, en fait, après une année, je voulais aussi avoir d'avoir des données aussi concrètes sur ce qu'on faisait. Parce qu'il y a quand même des ressources qui sont engagées de la part de l'association, donc c'est pas uniquement de
d'investir à fond perdu, de savoir s'il y avait réellement un impact de ce qu'on était en train de faire. Donc là maintenant c'est la première fois qu'on a, enfin suite à une année de dire combien il y a de places d'apprentissage, combien il y a de places qui ont été créées, combien il y a eu d'échecs. Enfin c'est des questions très simples, mais maintenant j'ai ça comme données. Puis l'année prochaine on va reposer les mêmes questions, puis savoir le but c'est j'aimerais avoir qu'il y ait moins de ruptures et puis plus de places créées. Donc si déjà il y a une amélioration à ce niveau-là, je me dis on a visé juste avec nos actions. Tu parlais justement de motivation des apprentis, que ça pouvait être un frein pour les entreprises de recruter de nouveaux apprentis. Moi, j'ai participé à un atelier ERL en tant que membre qui était donné par Guillaume Ruiz justement sur la motivation. Qu'est-ce que tu as eu comme retour des autres membres qui ont participé à ces ateliers ? Alors j'ai vraiment eu des très bons retours. Après, l'animateur, donc Guillaume Ruiz, est vraiment très bon. C'est un expert dans la formation professionnelle. Il connaît très bien son domaine, mais il sait aussi très bien s'adapter aux personnes qui l'entourent, les personnes qui suivent ses cours. Et je trouve qu'il répondit très bien. Donc il part que ce soit quelqu'un qui est habitué à la formation ou quelqu'un qui n'est pas du tout habitué un peu à ces ateliers, il va vraiment s'adapter, puis il va essayer de mener le groupe à des discussions, à des exercices assez pratiques, et j'ai eu vraiment des très bons échos sur ces différents ateliers. Après, ça c'était à chaud, il faudrait voir après un peu plus tard, mais concrètement qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce que ça a apporté, et ça j'ai pas encore ces données-là. Bon, je ne sais pas si votre rôle, c'est forcément de faire le suivi, mais en tout cas, vous avez planté la graine, et je pense qu'en effet, la qualité du formateur fait beaucoup, et en l'occurrence, Guillaume était très très bon, et puis c'était un moment sympa avec ça. Pour toi, qu'est-ce qu'il y a comme tu représentes une entité économique, selon toi, qu'est-ce qu'il y a comme lien direct entre la formation professionnelle et puis la prospération économique dans une région comme Lausanne ? Il y a deux choses pour moi. Il y a quand même une purement économique. On va aller de plus en plus il y a une pénurie du personnel qui existe actuellement, et puis ça va s'empirer avec les années et dans tous les domaines, avec les baby boomers qui partent à la retraite. Il y a différentes raisons qui fait qu'il y aura cette pénurie-là. Et c'est de savoir en disant la formation professionnelle est une des réponses concrètes, parce que ça permet vraiment de former, ça permet d'insérer dans le marché économique et social, professionnel des jeunes, ou des moins jeunes, et ça permet aussi de répondre à ce problème-là de pénurie du personnel. Donc là, pour moi, c'est vraiment une marge de manœuvre énorme que l'on a, que c'est un outil énorme qui est gagnant de tous les côtés par rapport à ça. Après, il y a une histoire de responsabilité sociale que les entreprises doivent avoir, de dire c'est aussi une entreprise doit aussi donner pour que ça fait partie de la vie d'une entreprise, va dire il faut essayer d'avoir cette responsabilité sociale, donc de former pour mettre sur le marché du travail des jeunes, ou bien justement de favoriser aussi l'intégration professionnelle de différentes personnes. Justement, il y a une grande responsabilité, que ce soit, comme tu disais, sociale, parce que on accueille des jeunes dans nos structures du mieux qu'on peut, et puis avec les ressources qu'on a. Et il y a quand même aussi un engagement financier, parce que c'est pas un apprenti. Alors on dit qu'un apprenti, sur l'ensemble de son apprentissage, il coûte zéro et il rapporte zéro. C'est quelque chose qui est net si on compare avec les premières années où faut beaucoup le former, puis les derniers mois, dernières années où il est presque comme un collaborateur tellement il travaille bien pour certains.
Donc du coup, il ramène, voilà, il amène une valeur ajoutée et puis il ramène du chiffre. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui disent aussi qu'elles ne trouvent pas normal en fait que ce soit aux entreprises de former et puis en plus de payer, d'accorder du temps et en plus de payer un salaire par rapport à des jeunes qui vont au gymnase, à l'université et puis qui sont finalement payés par les impôts et le contribuable et puis qui des fois parfois même arrêtent. Ça veut dire que c'est ça qui est des fois intéressant à analyser, c'est que des fois il y a des jeunes qui vont au gymnase pendant plusieurs années où ils vont à l'université, donc oui, ils vont même pas dans le métier pour lequel ils sont formés. Alors tu me diras, on peut aussi former des apprentis qui ensuite changent de voie, mais par contre, la responsabilité financière était auprès des entreprises. Toi qui es dans une entreprise, on va en parler après, mais qui forme aussi des apprentis, pour toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Est-ce que tu trouves que c'est juste que l'engagement financier soit entièrement à la charge des entreprises, alors que même aujourd'hui, on dit que les apprentis, pour rendre la formation professionnelle plus attractive, l'apprentissage CFC plus attractif, les apprentis devraient être encore mieux payés et avoir encore plus de vacances. Toi, c'est quoi cet équilibre? Et puis, est-ce que tu as peut-être une solution miracle ou un avis là-dessus? Alors, en toute honnêteté, j'ai peu entendu d'entrepreneurs dire c'est pas juste de payer, qui trouvent que ce système-là est complètement injuste par rapport au gymnase où on doit former, puis que c'est les gymnasiens qui payent, et là c'est les apprentis qui sont payés. Ce discours-là, honnêtement, je l'ai très peu entendu. Ce que j'ai pu entendre, pas souvent, ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il y a une reconnaissance de dire oui, c'est vrai qu'un apprenti qui est bien formé à la fin de son apprentissage, il y a un retour sur investissement, mais ça demande tellement de temps que moi j'arrive pas. Enfin, c'est plus ce genre de discours que j'ai pu entendre, mais il y a quand même une reconnaissance que ça peut être quand même gagnant, mais que c'est de pas savoir comment commencer. C'est vrai que c'est assez complexe aussi de se mettre dedans. Après, il peut y avoir aussi des mauvaises expériences, il peut y avoir un mauvais recrutement, il peut y avoir différents éléments de vie qui arrivent, et puis comment on fait face par rapport à l'apprenti dans l'accompagnement. Mais je pense que déjà, quelque chose assez, vraiment le gros, c'est le début, de mettre en place, de comprendre une ordonnance, de mettre en pratique tout ce que l'ordonnance dit par rapport à son entreprise pour avoir d'avoir un plan de formation en se basant sur l'ordonnance. Il y a avec des classeurs des objectifs à suivre, ça dépend après quel domaine. Donc c'est vrai qu'il y a un suivi administratif qui est assez conséquent, et de mettre ça en place, de le comprendre, c'est quelque chose d'assez gros. Et d'ailleurs, je fais aussi un peu de pub par rapport aux prochains ateliers ARL. Ça va traiter un peu de ça, de dire mais voilà, comment est-ce qu'on met en place un plan de formation. Mais après, moi, je suis persuadée. Moi, j'ai des autres chiffres en disant que c'est plutôt on est gagnant. C'est pas qu'on est à zéro. L'entreprise est gagnante d'engager des apprentis, pour autant qu'elle le fasse bien. C'est clair que si elle prend du temps au début d'engager, et après il y a des échecs, il y a des rendez-vous avec les parents, avec le commissaire, avec l'école. C'est un temps énorme pour finalement ça s'arrête. Alors c'est clair que là l'entreprise n'aura rien gagné, et c'est vrai que ça arrive. Après, le but, bien entendu, c'est d'éviter ça, mais voilà, ça fait comme des gymnasiens, on s'y arrête le gymnase. Mais il y a quand même déjà une bonne préparation à la base, qu'il y a une certaine expérience, au bout d'un certain temps, l'entreprise, elle est gagnante, parce qu'au début, oui, il y a l'apprenti va être plus à observer, à apprendre, mais à un moment donné, il est quand même dans la pratique de tous les jours. Il a des cours inter-entreprises qui relient la pratique et la théorie. Il a la théorie, il a un nombre de professionnels autour de lui, donc il est baigné là-dedans. Donc forcément, il apprend. Pour autant que l'entreprise aussi le motive, lui donne des projets, lui donne envie d'apprendre, lui donne envie d'être curieux, et pas simplement un simple exécutant ou un aide très bon marché. Si vraiment il a un peu cette conception de former, à un moment donné, l'apprenti, il est
vers la fin de son apprentissage, même avant, enfin au milieu, il commence à être autonome et puis que c'est vraiment un employé qui est là, qui peut réellement, enfin qui va apporter, qui va produire, si on parle vraiment de termes économiques, qui va produire pour l'entreprise. Donc l'entreprise là, enfin, faut être franc, elle paye un salaire d'apprenti pour quelqu'un qui fait du boulot d'un employé. Donc là, il y a ce retour d'investissement qui est quand même assez important. Et après, si l'entreprise a pour but, enfin, il y a des difficultés de pénurie, il forme, et puis le but, c'est de le garder à la fin de son apprentissage. Donc, elle est encore gagnante, et l'apprenti est gagnant parce qu'il a aussi un job après. Donc, je pense que vraiment il y a tout à y gagner, mais ça demande énormément de préparation et ça demande de se remettre chaque fois en question. Il y a un chemin, puis en fait il faut tout le temps essayer d'adapter le chemin. Et puis voilà, c'est clair et net que des fois ça joue pas, et puis qu'il faut arrêter, que l'apprentissage doit être arrêté. Justement, toi, par rapport à ton parcours personnel, donc ça fait erreur, tu n'as pas fait un apprentissage CFC, mais par contre aujourd'hui, tu es baigné là-dedans par ton activité entrepreneuriale. Est-ce que tu peux peut-être raconter ton parcours professionnel, et puis après comment après est-ce qu'on finalement on crée un lien aussi fort avec la formation professionnelle en n'ayant pas forcément commencé par un CFC? Alors c'est vrai que je viens de... je pense que je réponds vraiment aux critères de la bonne élève qui est allée enfin j'étais en scientifique, en VP, puis que mes parents ils voyaient, enfin il y avait pas encore cette histoire comme on voyait maintenant, comme on essaie de valoriser l'apprentissage. C'était la question ne se posait pas. Enfin, j'arrivais à la fin de ma scolarité, c'était le gymnase, et puis après d'aller à l'université. Mais quand même dans ma classe, on avait quand même un enseignant qui nous a quand même, qui était, il avait déjà ce discours-là en disant non, vous êtes en voie pré-gymnasiale, mais ça ne veut pas dire qu'obligatoirement vous devez aller au gymnase. Et il a pu influencer plusieurs personnes en disant mais faites un apprentissage, vous avez meilleur temps. Et puis en effet, ils ont fait. Je crois qu'il y a eu un quart de notre classe qui a effectué un apprentissage, et puis qui ont eu une carrière tout aussi belle que ceux qui ont fait, des fois mieux. Enfin, maintenant je sais pas exactement tous ceux qu'est-ce qu'ils ont fait, mais disons que, de ceux que je connais, ont vraiment eu des belles carrières, et qui n'avaient rien à envier à des carrières académiques. Donc moi j'ai fait la carrière assez standard, gymnase, université. Et c'est quand j'ai eu l'occasion parce que j'étais après dans la réinsertion, mon premier job était dans la réinsertion professionnelle, okay. En tant qu'enseignante spécialisée et de travail de réseau avec les différents jeunes, d'accompagnement. Et en fait, j'ai eu l'occasion de rentrer dans l'entreprise familiale. Et l'entreprise familiale s'agrandissait. Quand je suis, quand mon père a repris l'entreprise, elle a vraiment triplé, que ce soit en personnel, en chiffre d'affaires. J'ai tout mis en place. Je suis rentrée à ce moment-là et j'ai tout mis en place, toutes les ressources humaines, parce que c'était encore, ça fonctionnait un peu à l'ancienne, et de la formation professionnelle. Donc l'entreprise a une culture depuis je pense depuis la Deuxième Guerre mondiale, de former. Et donc, ils ont toujours formé, ils ont toujours eu beaucoup d'apprentis. Puis le but, c'était de garder aussi les apprentis. Et c'était juste, en fait, j'ai remis en place, parce qu'il y avait de moins en moins aussi de candidatures, où il y avait de plus en plus d'échecs. Donc, c'était aussi de reprendre, en fait, tout ce domaine-là, de clarifier, de cadrer un peu plus par rapport à la formation, le suivi, et donc voilà, c'est là en fait où on a
où j'ai baigné dans la formation professionnelle. Puis après, dans l'entreprise, on voit, donc je travaille aussi avec mon frère qui a aussi un parcours académique, qui a fait les PFL, mais on est les deux seuls. Après, il y a des autres cadres, il y a des membres de la direction, ils ont tous fait un apprentissage, puis après coup, ils ont fait soit brevet, maîtrise ou un diplôme, donc au niveau tertiaire, même si c'est plus dans la formation professionnelle, mais ils ont quand même un diplôme du niveau tertiaire. Et c'était là de me rendre compte en me disant mais en fait ils ont de réaliser qu'en fait toutes les possibilités qu'il y avait que moi je ne savais pas en toute honnêteté. Je voyais le CFC puis que je voyais pas après tout ce qu'il y avait par la suite à part oui l'histoire de la maîtrise, mais je ne connaissais pas tout ce monde là de la formation professionnelle supérieure. Et puis de me rendre compte en me disant mais que c'était le discours qu'on m'a donné était complètement tronqué d'avoir un peu ce côté très élitiste et qu'en fait je me rends compte, mais en fait de toutes les connaissances que j'ai, il y en a un grand nombre qui se retrouvent à la fin de l'université, qui ont adoré, qui ont fait des magnifiques études, mais qui se retrouvent à devoir faire des stages non payés, à pas avoir du travail, ou à faire des CDD, donc des conditions assez difficiles, sans parler du salaire qui est pas forcément élevé, puis que je vois que ce soit même dans des autres entreprises en disant mais ils ont du job, ils ont des bonnes conditions, ils ont c'est en dire mais en fait non, c'est pas que la voie académique qui mène à des postes intéressants ou à des carrières. Donc c'était de me rendre compte. Puis après moi j'ai aussi fait après coup aussi j'ai continué à me reformer j'ai fait le brevet de ressources humaines qui est aussi plus formation professionnelle, et puis j'ai pu voir clairement la différence entre des cours que j'ai pu avoir universitaires théoriques où des fois c'était très haut perché. Très intéressant aussi, de nous, je ne vais pas recracher sur ce que j'ai fait, mais et puis là, j'ai adoré de faire cette formation, le brevet de ressources humaines. En plus, c'était pendant mes 2 grossesses. Entre mes 2 grossesses, j'ai fait ce brevet, mais c'était tellement de la pratique. Je pouvais faire vraiment tellement de liens entre ce que je faisais dans l'entreprise et ce que j'apprenais, de dire, de voir en disant, mais en fait, ça c'est pas vrai que la voie académique est la meilleure. Ça peut être la meilleure pour certaines choses, mais la voie professionnelle, clairement, elle peut être la meilleure pour d'autres choses. Donc en fait, c'est de rendre vraiment à égalité. Et justement, dans les études que tu as fait, donc t'as fait un bachelor ou un master? Alors c'était à l'époque c'était une licence universitaire. Ouais, ok. Donc c'était quoi, sur 4 ans, sur 5 ans? 5 ans. Ouais. Et lorsque t'as fait une licence en quoi? En sciences d'éducation, pédagogie, psycho et sociologie. Ok. Là, c'était quand même un domaine où il y avait moins de challenge à trouver du job après, ou bien comment ça s'est passé? Moi, j'ai fait mon parcours universitaire en me disant, de toute façon, je finis, puis je vais... Si je trouve quelque chose, je serai chanceuse. Et, ok. Et j'ai eu de la chance. Alors de nouveau, moi, je me dis, je suis chanceuse parce que j'ai fini et j'ai trouvé un job direct à 100%. Ouais. Et au fait, au final, de ma volée, il y en a quand même plusieurs qui ont trouvé après, beaucoup se sont vraiment tournés dans l'enseignement spécialisé, mais finalement, tous ont quand même trouvé quelque chose. Mais on nous a inculqué ça en disant, faites ça, mais on verrait après faudra peut-être galérer un peu au début. On vous disait à l'université que c'était compliqué, le marché, les places de travail, ouais. Oui, okay. oui. Ça, on te l'a dit avant de commencer ta licence ou on te l'a dit pendant la licence, vers la fin? Alors à la base, je voulais faire psychologie en branche principale et puis on m'avait dit ça clairement, ils nous avaient dit avant, pendant, et puis après j'ai choisi donc en branche secondaire, mais ceux qui étaient en psychologie branche principale, ils avaient ce discours-là, que c'était vraiment extrêmement connu, que ce soit les enseignants, ils disaient faites des stages, travaillez, essayez de vraiment étoffer votre CV parce que ça va être compliqué après. Et ça, justement, pendant ta licence, est-ce que tu as fait des stages? Est-ce que tu travaillais à côté dans des institutions, dans des fondations? Qu'est-ce que tu as fait justement pour pimper un peu, améliorer ton CV?
Alors, j'ai fait des remplacements dans l'enseignement parce que comme beaucoup d'étudiants, parce que c'était bien payé, fallait être disponible sur le moment. Enfin, mais après, j'ai eu la chance de faire pendant un congé maternité, juste avant que j'aie mes examens finaux. Puis là, j'ai été pendant 4 mois, avec la même classe, une classe de développement. Enfin, donc voilà, c'était une magnifique expérience. J'avais fait aussi, là, c'était sous forme de stage dans la réinsertion professionnelle à Puy-en-Celle. C'est vraiment de réinsérer, c'est comment est-ce qu'on a, qui sont mandatés par le chômage pour insérer, pour essayer d'accompagner les personnes, les insérer professionnellement. Et puis, j'ai aussi travaillé dans l'entreprise déjà à laquelle je travaille maintenant comme secrétaire. Ouais. Donc dans l'entreprise qui était de mon père c'était plus avoir des sous, mais c'était d'être aussi dans un milieu, professionnel, de gérer un secrétariat, d'être dans l'admin et puis d'être un peu dans la pratique. Justement, quand on est dans un domaine socio-éducatif, et puis qu'on a, dans un coin de notre tête, une entreprise familiale qui est dans le domaine du bâtiment, dans le sanitaire, sauf erreur. Comment tu as pris cette décision? Comment est-ce que tout d'un coup tu t'es dit, mais en fait, je vais aller dans l'entreprise familiale, je vais faire des RH, Ouais, c'est presque un petit changement de carrière, hein, en tout cas un move, et dans un environnement qui est complètement différent, j'imagine. Qu'est-ce qui t'a motivé, puis qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint l'entreprise familiale comme ça? Alors, à la base, c'était pas dit que je restais sur du long terme. J'avais quitté l'emploi juste après, j'avais fait 3 ans dans la réinsertion professionnelle. Ça avait été un peu compliqué. Émotionnellement, c'était quand même assez lourd. Après, j'étais aussi jeune. Je pense que j'avais pas non plus la maturité. Ça aurait été différent si j'avais eu peut-être 10 ans de plus. Donc j'avais décidé de quitter, puis en fait mon père m'avait dit mais écoute, viens parce qu'il y a une des secrétaires qui est en congé maternité, donc viens dans l'entreprise en attendant, puis tu verras après ce que tu veux faire. Donc je postulais, c'était en toute transparence, hein, mais je postulais à des autres postes, j'avais des entretiens, mais c'est là où l'entreprise elle a grandi. Il y a eu aussi ces années-là où quand je suis rentrée. Quand mon père a racheté l'entreprise, ils étaient 30. Moi, quand je suis arrivée, on était dans les 50. Et maintenant, on est dans les 90. Donc, ça a été extrêmement... on a été même jusqu'à 100. Ça a été extrêmement vite. Et puis, en fait, c'était là, on disait, mais au final, il y a ici à faire. Parce que déjà, quand je travaillais, quand je remplaçais cette secrétaire-là, je prenais quand même déjà un peu... j'avais dit mais je peux prendre pour les apprentis, puis je commençais à faire un peu les contrats, et de dire mais je pourrais peut-être me former dans les ressources humaines, parce que c'était un domaine que je connaissais très peu. Après ce que vraiment l'université m'a amené, les effets secondaires comme j'appelle, c'est en fait de pouvoir analyser des situations, de synthétiser, de pouvoir proposer des choses, de savoir aussi écrire. Donc en fait, ça m'a aussi vraiment permis j'avais quand même un peu cette formation-là, ce bagage-là, qui m'a permis aussi de développer ce que j'ai fait. Donc ça s'est fait un peu par hasard, mais aussi, il y a eu différents concours de circonstances qui fait que je suis restée dans l'entreprise puis que j'ai développé. Justement, par rapport à ça, est-ce que on a des fois le syndrome de l'imposteur, ou des fois on a besoin de se sentir légitime, en tant que femme dans un monde peut-être masculin qui est le milieu du bâtiment, où il y a plus d'hommes et tout. Toi qui venais pas du métier, tout d'un coup tu te retrouves à la direction de l'entreprise parce que tu es la fille de l'ancien patron ou du futur ancien patron. Comment tu t'es positionné par rapport à ça? Est-ce que ton frère était déjà dans l'entreprise, ou est-ce que vous avez repris les deux et du coup vous vous êtes soutenus? Alors j'imagine que vous êtes fait entourer par des cadres, comme tu l'as dit, qui eux venaient peut-être plus du terrain. Comment ça se fait, ça? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi là? Est-ce qu'il y a une formule magique pour s'imposer comme ça? Alors, ça n'a pas été tout simple. Mon frère était là depuis 2 ans avant moi, et lui, il était déjà clairement nommé à la direction générale.
Et moi, je suis arrivée après coup. Enfin, j'ai pas été tout de suite à la direction. Enfin, j'ai été nommée à la direction et au conseil d'administration en 2018, donc 9 ans après que je sois entrée. Ok. Après, ils avaient une confiance dès le départ. Ils avaient une confiance en moi. Donc ça, c'était la partie officielle, mais inofficiellement, j'étais déjà à la direction depuis mon engagement. Mon frère m'a toujours soutenue, enfin m'a toujours poussée à prendre mon rôle de directrice. Moi, ça a été compliqué parce que je venais pas du domaine technique, j'étais pas tout de suite nommée à la direction. Après, je pense que ça c'est un autre débat, mais par rapport à la femme aussi, c'est un domaine dans lequel je suis aussi engagée pour pousser la femme à avoir aussi des postes, enfin d'oser en tout cas. Et moi, c'était des rencontres un peu plus tard avec différentes femmes entrepreneurs qui m'ont poussé à prendre plus ma place et à prendre plus confiance. Donc le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu clairement pendant plusieurs années, mais en discutant avec d'autres femmes, c'est malheureusement quelque chose qui se retrouve chez des nombreuses femmes. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'après c'était en fait d'avoir un réseau de femmes, enfin pas que de femmes, mais disons que de pouvoir en discuter, d'échanger, de pouvoir expliquer ses doutes, enfin puis de se rendre compte qu'en fait dans les pensées que l'on peut avoir, bon, on n'est pas seul, puis c'est normal aussi d'avoir ces pensées-là, et après qu'est-ce qu'on en fait, puis qu'on continue d'avancer. Donc ça moi, ça a mis beaucoup de temps, et je pense que si j'avais rencontré ces différentes associations de femmes, ça m'aurait aidé à aller plus vite. Hein. Mais voilà, après, voilà, c'est le parcours que j'ai. Mais donc, ça a mis du temps. Après, je trouve que et mon père et mon frère, enfin, ils ont toujours eu un côté extrêmement bienveillant à nous soutenir. Hein. Enfin, c'est pas que moi qui m'ont soutenu, mais c'était d'être très soutenant les trois avec les cadres. On a aussi un directeur technique qui ne fait pas partie de la famille, enfin, mais qui est là et qui est extrêmement soutenant. Donc, enfin voilà, il y a tout le monde qui je trouve qu'on a bénéficié d'un très bon accompagnement. Justement, tu disais que tu étais membre d'associations d'entrepreneurs féminines en tout cas. Est-ce que c'est seulement le fait d'en parler et puis de partager qui te donne des ressources et de la force pour plus oser ou plus t'affirmer, etc. Ou alors est-ce que tout d'un coup tu as vécu des expériences, ou alors tu as eu des outils concrets pour justement débloquer des choses? Parce que j'ai l'impression, pour côtoyer des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, parfois c'est facile de juste dire faut oser. C'est un peu le grand speech aujourd'hui, c'est que voilà, on dit aux femmes ah mais osez plus, voilà, les hommes ils osent, et puis c'est pour ça qu'en fait ils ont jamais peur, et puis au final ils sont souvent beaucoup moins bons que les femmes à des postes de cadre et de direction, parce que des fois justement ils osent un peu trop, ils n'ont pas les compétences. Mais toi justement, est-ce que tu aurais des outils, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour justement aller passer les steps? Alors j'ai compris qu'il y avait eu du temps, enfin 9 ans c'est quand même beaucoup, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses que tu pourrais partager? Oui, après j'aurais pas la prétention de dire que ce qui a marché pour moi est général et ça a marché pour tout le monde. Mais après moi j'ai aucun problème à me remettre en question et puis à avancer, de savoir un peu mes forces, enfin, donc régulièrement de faire un peu le point en disant mais quelles sont mes forces, mes faiblesses, qu'est-ce qui est de ma capacité à changer, qu'est-ce que je ne peux pas changer chez l'autre ou à l'extérieur. Donc déjà d'être très consciente de son environnement et puis de ses propres ressources. Après, j'ai été accompagnée par des coachs qui m'ont permis de poser les choses très concrètement, qu'est-ce que je mettais en place, et puis d'utiliser ça maintenant toute seule de manière générale. C'était aussi des fois d'en parler, et puis que le fait d'en parler, ça va nous permettre d'oser aussi un peu plus, et puis que
de sortir petit à petit de sa zone de confort et puis d'oser, c'est pas de faire un énorme pas, mais de faire vraiment des petits pas, de voir que tout d'un coup il y a un chemin, puis ça nous intéresse pas, puis on revient, puis on refait un autre chemin. Enfin, donc d'accepter aussi de se tromper. Et voilà. Enfin, donc moi, enfin, c'était vraiment. Il y a eu aussi des ateliers, pas forcément contre femmes, hein, enfin, mais des ateliers sur différents thèmes. Moi, clairement, c'est quelque chose qui m'a aidé. Puis c'est vraiment de partager, de vivre les expériences mais d'avoir aussi des choses assez concrètes, de se poser, nous, que ce soit des objectifs ou des points que l'on aimerait atteindre, puis aussi d'essayer de voir ce qu'on a, d'avoir du recul en disant, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, voilà, quel est le chemin que j'ai parcouru, j'ai réussi, en fait, puis d'avoir un peu cette confiance, mais en fait, tout ce que j'ai entrepris, je l'ai réussi, avec des échecs, mais au final, j'ai atteint ce que je voulais, puis d'avoir cette confiance-là, on dit, mais au final, tu sais pas comment, mais tu vas réussir. Si tout d'un coup on donnait d'énormes ressources financières à l'ERL, par exemple, j'en sais rien, 1 million de francs, qu'est-ce que tu aurais envie de mettre en place comme initiative, ou qu'est-ce que tu voudrais pousser ou promouvoir ou valoriser pour justement l'apprentissage et la formation professionnelle? Est-ce que tu as des idées, des rêves, une vision par rapport à ça? Par rapport à la formation professionnelle, ça serait vraiment d'avoir un coach qui puisse, et c'est un peu dans l'idée, mais après, ben voilà, ça sera pas forcément RL qui offre, mais d'avoir un coach, comme par exemple, comme on a parlé avant de Guillaume Ruiz, qui puisse aller dans les entreprises à différents moments pour, que ce soit au début de mettre en place un plan de formation, ou tout d'un coup il y a certaines difficultés, à différents moments de vie d'un apprentissage. Ça serait vraiment un des points où je pense qu'il y aurait à développer, que ça pourrait clairement favoriser la réussite d'un apprentissage, de mettre en place, de faire encore une plus grande campagne. C'est déjà chouette ce qui est mis en place, mais de vraiment continuer à augmenter en fait cette visibilité-là, de faire plus d'analyse statistique en disant mais qu'est-ce qui fait que ça plante, dans quel domaine, et puis d'essayer un peu, peut-être de faire un peu dans certains différents pas faire par chaque métier, mais disons que dans certains domaines, même parmi les membres RL, de dire quelle est un peu la problématique de l'apprentissage, ou qu'est-ce qui pose problème, ou qu'est-ce qui pose problème à favoriser des places, et puis voir comment est-ce qu'on peut y répondre, puis qu'il y ait en fait quelqu'un, parce que ERL actuellement, on est tous membres, on est tous bénévoles. Ouais. On n'est pas payé, puis on a tous un job à côté, donc on est aussi limité par rapport au temps que l'on peut donner. On peut lancer des projets, mais après il faut qu'il y ait d'autres personnes qui puissent voilà, et ça c'est un peu ce qui, ça permettrait, c'est avec cet argent-là, ça permettrait d'aller clairement beaucoup plus loin, et puis de prendre tout le processus en charge. Je rebondis aussi sur quelque chose que tu as dit avant. Tu as parlé d'élitisme. Alors voilà, c'est un vaste sujet. Est-ce que c'est un élitisme intellectuel ou de compétences d'apprentissage, ou en tout cas de mémorisation? Parce que voilà, on dit souvent que les gens qui ont de la facilité dans les études, c'est des gens qui arrivent facilement à mémoriser des trucs. Après, ce qu'ils s'en souviennent après, ça c'est une autre histoire. Mais j'ai appris récemment que maintenant, quand tu étais en VG, donc qui était la voie du milieu il y a quelques années, maintenant il fallait plus que 13,5 points pour pour pouvoir aller en école de culture générale avec option, ou en école de commerce, etc. Donc de ne pas être forcé à chercher un apprentissage ou aller en mesure de transition pour faire un RAC ou des choses comme ça. Donc c'est déjà un demi-point de moins que moi, ce que j'ai connu il y a un peu plus de 15 ans. Est-ce qu'aujourd'hui les études sont devenues trop accessibles? Est-ce qu'il y a trop de monde qui partent aux études? Et puis est-ce qu'en fait justement, est-ce qu'on n'a pas un peu selon toi descendu le niveau en fait?
des études ou est-ce que le tri se fait, est-ce que le tri se fait trop tard? Parce que j'ai l'impression que des fois qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont au gymnase et qu'en fait après ils se retrouvent dans une faculté, que ce soit droit, HEC, médecine, et puis voilà, il y a que 30%, il y a que 10 élèves sur 50 qui sont gardés. Enfin, vraiment, il y a un gros tri qui est fait, il y a une grosse charge de travail à faire. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de désillusions en fait pour ces jeunes qui font le gymnase, d'un coup se retrouvent dans une fac et puis se disent, mais en fait, je vais pas réussir dans cette fac et ça fait peut-être 3 ans, 2 ans que je me projette. Est-ce que toi, tu trouves justement qu'on a rendu trop accessible peut-être l'accès au gymnase ou aux écoles de culture générale? C'est vrai que j'ai pas les chiffres en tête de savoir s'il y a vraiment plus de monde, mais au vu je pense qu'il y a il me semble que ça a quand même, on construit de plus en plus de gymnases, mais aussi il y a plus de monde. Donc, en chiffre absolu, oui, il y a plus de monde qui vont en gymnase, mais après, statistiquement, il y a toujours cet attrait-là, mais est-ce que vraiment ça s'est agrandi, depuis ces 10 dernières années? Ça, je suis pas persuadée que c'est la statistique de 50% qui vont au gymnase après l'école. Est-ce que, avant, elle était moindre. Enfin, ça n'a pas changé énormément. Puis qu'après, par rapport à cette baisse de niveau, j'ai l'impression qu'en fait, on l'entend. Enfin, moi, ça fait 20 ans, j'entendais déjà ça à 20 ans. Enfin, elle disait, mais il y a toujours une baisse de niveau, il y a une baisse de niveau. Enfin, et aussi dans les écoles professionnelles, j'entends dire, ouais, le niveau va à la baisse, etc. Enfin, donc en fait, ce discours de baisse de niveau, j'ai l'impression que c'est à chaque génération, en fait. La génération d'avant pense qu'elle était meilleure que la suivante. Mm-hmm. Et puis, quand il y a une perte de quelque chose, c'est possible, mais après, il y a un gain d'autre chose. Enfin, je pense pas que c'est uniquement perte de connaissances sans rien gagner, d'autre. Je pense qu'il y a, je sais pas, il y a 50 ans, l'écriture, par exemple, de savoir extrêmement bien écrire était extrêmement important. Et puis maintenant, ça l'est plus. Avant, maintenant, c'était le français, d'avoir une très bonne orthographe, grammaire, c'était extrêmement important. Maintenant, il favorise un peu moins. Enfin, en tout cas, je vois avec mes enfants, il y aura moins de dictée, d'apprentissage par cœur des mots, etc. Mais ils auront d'autres choses que nous, on n'avait pas, de l'analyse de texte, d'être un peu critique, de pouvoir regarder puis on dit mais qu'est-ce qui est véridique, qu'est-ce qui est inventé, enfin, et ce genre de choses, moi on l'avait pas. Donc il y a une perte, mais il y a un gain de quelque chose, ou rien qu'aussi au niveau digital. Enfin voilà, en tout cas de ma génération, il y avait pas, on n'apprenait pas, ou c'est venu assez plus tardivement, l'aspect informatique. Là ils ont un autre gain. Donc au final, cette baisse de niveau, je suis pas persuadée que réellement il y a cette baisse. Après, est-ce que vraiment on a rendu trop accessible le gymnase? J'arrive pas, enfin je peux pas répondre parce que en plus, enfin voilà, en toute franchise, j'ai pas vraiment non plus ces chiffres là, à quel point ils ont évolué. Moi, dans ma tête, il me semble que ça n'a pas tant. Comme je t'ai dit avant, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup plus de monde qui aille au gymnase. Ça n'a pas beaucoup baissé non plus. Mais de ce que j'entends, en fait, c'est que le discours un peu plus de parents, dit, mais en fait, vaut mieux faire, même si c'est la culture générale, vaut mieux aller au gymnase parce qu'à 15 ans, c'est jeune, terminé. Et au moins, il y a une culture générale qui est là. Et puis si après, il faut faire l'apprentissage, il fera l'apprentissage. Alors sans dire une généralité, c'est ce discours-là que j'ai pu entendre. Et puis c'est là en disant, mais en fait, peut-être de changer un peu de paradigme, en disant, mais c'est pas d'attendre puis de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie pour être sûr de pas louper ou de passer à côté de quelque chose. On dit non, mais on fait quelque chose. Et ce sera jamais, et surtout, d'autant plus maintenant que ça sera pas définitif. C'est pas qu'on joue toute notre vie à 15 ans. Enfin, c'est juste de faire un choix, d'aller jusqu'au bout. Je pense que c'est quand même important de montrer ce truc, de persévérer quand même quelque chose malgré la difficulté, d'aller jusqu'au bout. Et après, si tu veux changer, tu changeras, tu referas autre chose. Enfin, mais de faire c'est vraiment une première étape, et qu'on peut même se tromper, de dire c'est peut-être pas ce que j'aurais voulu faire, mais c'est pas grave, je vais jusqu'au bout puis après je referai autre chose, et sans dire que
de surtout pas aller en voie générale, mais de pas rendre ce côté-là en disant ah tu sais pas quoi faire, fais le gymnase en attendant. Enfin non, mais de pousser, d'être curieux. Enfin déjà avant, c'est clair qu'on peut pas faire non plus tout ce travail de recherche à 1 mois avant de finir l'école. C'est un travail qui doit être fait même, au début de la secondaire, donc au début de la 9e, de la 9S, d'essayer un peu de rendre curieux. Et c'est ce qui dans les écoles est un peu en train de se faire maintenant. Ils ont aussi changé un peu de mentalité, d'essayer avec le salon des métiers, ils sont allés cette année, tous les 9e, ils ont pu aller au SwissSkills à Berne, enfin, de voir, en fait, de montrer toutes les possibilités qu'il y a, et puis pas de réduire à, tu sais pas quoi faire, il y a que le gymnase, c'est que ça la solution. Et non, en fait, il y a vraiment une multitude, et c'est de faire connaître, en fait, toutes ces possibilités qu'il y a. Ben, je crois que les parents n'osent pas non plus. Ça veut dire que des fois, c'est plus facile pour les parents de dire, bah voilà, continue le gymnase, tu sais pas ce que tu veux faire, plutôt que de dire, ben, je vais oser. Je pense que des fois, les parents ont plus peur que les jeunes, en fait. Et ça, je crois que ça a été démontré dans un sondage des stats de l'État de Vaud qui disait qu'en fait, finalement, les jeunes, ils n'ont pas tellement d'a priori sur l'apprentissage, en fait. Puis que c'est plutôt les parents qui disent non mais va quand même au gymnase ou en école de culture générale, ça va t'ouvrir plus de portes après. Donc on se rend compte que, en tout cas pour Dual, les parents restent un des publics cibles prioritaires, parce que c'est aussi eux qu'il faut rassurer en disant non mais en fait voilà, moi je donne toujours cet exemple, il peut faire un apprentissage de charpentier et puis après il peut faire une matu et puis faire une HES et puis devenir ingénieur et puis être spécialisé en construction du bois. Exactement. Et puis ce sera peut-être le seul de l'HES qui aura une fois travaillé le bois avant d'entrer dans l'HES. Donc voilà, c'est des exemples qui sont pertinents et puis qu'on veut aussi mettre en avant avec Dual. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Esther de 15-16 ans qui commence le gymnase demain? Qu'est-ce que tu lui glisserais comme conseil? En plus, j'ai détesté cette période. Ça a été extrêmement difficile pour moi, ce gymnase. Je dirais, fais ce que réfléchis bien où tu veux aller, mais t'en fais pas. Il y a plein de choix, et puis s'il y en a un qui marche pas, tu pourras faire autre chose. Enfin, tu pourras toujours te réinventer et te former. Par contre, c'est vrai, tu vas tout le temps te former. Jusqu'à la fin de ta vie, tu vas te former. Merci beaucoup pour le partage et puis d'être venu ce matin. Et puis à tout bientôt. À bientôt.